bienvenue au Forum Radio J, dont vous ouvrez avec nous, Hugues Granson, la 30e saison. Alors, en cette rentrée 2018, la fébrilité semble avoir gagné les rangs de l'exécutif. Comment répondre à l'inquiétude et aux doutes, aussi bien de la majorité que des Français? Inquiétude quant aux choix économiques, sociaux et budgétaires du gouvernement. Comment notamment rassurer les retraités? Inquiétude face au départ de Nicolas Hulot. Qui pour le remplacer? Quelle place pour l'environnement d'ici à 2022, d'ici à la fin du quinquennat? Et puis au-delà, comment Emmanuel Macron peut-il reprendre la main après les polémiques et les incompréhensions, notamment de cet été? Mais on va commencer, si vous le voulez bien, Hugues Granson, par ce qui fait l'actualité de ces derniers jours, c'est-à-dire la question du prélèvement à la source. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, n'exclut désormais plus son report. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'avant de lancer le top départ de ce qui sera une révolution, le président de la République souhaite s'assurer que tout est en place, qu'il n'y a aucun bug, que la multiplicité des cas de figure ont été envisagés. Vous savez, le prélèvement à la source, c'est vraiment une réforme très importante, colossale, qui nécessite un travail titanesque, une réforme qui d'ailleurs... qui a été accomplie depuis déjà plusieurs années. Hein. Oui, mais une réforme qui a été envisagée depuis très longtemps en France. Je rappelle qu'elle était dans le programme de Jacques Chirac dès 1995. C'est d'ailleurs la majorité antérieure, celle de François Hollande, qui l'a votée. Donc c'est pas ici un sujet politique, c'est un sujet de réalisation, d'effectivité. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, le président de la République a une prudence qui me paraît légitime, une prudence qui est d'ailleurs responsable, qui est parce qu'il a la responsabilité, lui, du quotidien des Français. Il faut que cette réforme puisse être comprise par les Français. Est-ce qu'il y a un mais? On reprend les dernières déclarations de Gérald Darmanin, puisqu'il a évolué tout au long de la semaine. Il parle de la peur d'un choc psychologique. Est-ce que vous redoutez aussi ce choc psychologique sur le moral des Français à la vue de leur bulletin de salaire du mois de janvier, si prélèvement de la source il devait y avoir? Le sujet n'est pas d'ordre psychologique, le sujet est technique. Cette réforme qui est importante, elle a du sens. Ça veut dire quoi, le prélèvement à la source? Ça veut dire qu'en réalité, on veut faire coïncider l'imposition sur le revenu au revenu qui est réellement perçu. C'est plus de simplicité pour les contribuables, c'est plus de prévisibilité, plus de lisibilité. Je crois que tout le monde y a intérêt. Mais si cette réforme, elle a été retardée depuis si longtemps, c'est qu'elle est techniquement difficile et qu'évidemment, le moment de la bascule... Elle devait être mise en œuvre il y a un an, elle a été repoussée. Et elle a été déjà repoussée par notre majorité pour qu'on puisse prendre le temps, justement, vous êtes député, par la prudence que j'évoquais tout à l'heure. Député de la majorité, vice-président de l'Assemblée nationale, donc vous avez participé depuis un an aux travaux de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous dites, il faut y aller banco, il faut faire ce prélèvement à la source le 1er janvier 2019? Je souhaite que la réforme aille à son terme. Quand? Ça veut dire que je souhaite que cette réforme qui va dans le bon sens et dont on a toujours dit qu'elle allait dans le bon sens puisse se faire. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République a raison de dire qu'elle ne devrait pas se faire s'il y avait le moindre doute sur la capacité que nous avons à la réaliser dans de bonnes conditions. Si techniquement les choses sont possibles et réalisable, je souhaite évidemment que nous le fassions. Pourquoi? Parce qu'on voit bien aussi qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet politique de rentrée. Toutes nos oppositions se sont saisies du sujet. Même celles, c'est plutôt paradoxal, qui étaient en faveur du prélèvement à la source, et même certaines personnalités qui ont voté ce prélèvement à la source. Aujourd'hui, ces oppositions, elles essayent de nous entraîner sur le chemin du renoncement. Il n'y aura pas de renoncement. La réforme se fera, soit elle sera quelque peu retardé, j'imagine, s'il y avait des difficultés techniques et si le ministre du budget n'apportait pas les précisions utiles au président de la République pour le rassurer, soit la réforme se fera dès le 1er janvier 2009, ce que j'ai tendance à souhaiter. Vous dites risque, pas de risque psychologique, risque politique. On parle de plusieurs risques aussi. Risque de faire dégringoler la croissance. Est-ce que vous y croyez ou pas? Et comment vous expliquez les interrogations du président et des ministres autour de l'opportunité de faire cette réforme? Vous dites pas de risque politique. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a un risque politique à quelques mois des européennes? Sur le premier point, qu'on s'entende bien sur ce qu'est cette réforme, c'est pas une réforme de l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source. On ne touche pas aux revenus, on ne touche pas aux taux, aux assiettes, il n'y aura pas une imposition majorée ou minorée. On ne touche pas du tout à la question de l'impôt. On touche à la question de la collecte de l'impôt. On touche au recouvrement de l'impôt. Et c'est en réalité un impôt qui sera désormais
désormais payé qui ne sera plus payé par le contribuable lui-même, mais par l'employeur ou par les caisses de sécurité sociale. Après prélèvement sur le salaire. Hein. Une révolution, mais en rien, ça n'altérera le pouvoir d'achat des contribuables. Et il faut que chacun l'ait en tête. C'est une réforme qui a été faite partout ailleurs. C'est aujourd'hui la règle. C'est la règle parce qu'il est normal de pouvoir adapter. Donc vous êtes pour, hein, Je suis résolument pour. Je l'étais depuis longtemps et je considère que c'était d'ailleurs un des acquis de l'ancien quinquennat et qu'aujourd'hui il faut le réaliser, mais il faut le réaliser dans de bonnes conditions. Le ministre du Budget doit apporter les précisions techniques nécessaires et si tout le monde est rassuré sur la capacité que nous avons à mener, il faut le faire. Je veux aussi dire qu'on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à cette réforme. Je veux d'ailleurs saluer le travail qui a été fait par les fonctionnaires de Bercy, mais je vous rappelle qu'on a dépensé de l'argent pour l'acquisition de logiciels, qu'on a mené des campagnes de formation pour ces agents, que le ministre a lui-même écrit à tous les contribuables il y a quelques jours, qu'il y a des campagnes de communication qui ont été lancées. Donc aujourd'hui, je crois que tout est en place, tout est sur les rails. Il faut juste que le ministre du Budget apporte les précisions nécessaires aux questions du président. Partant de ce que vous venez de dire, cela signifie que si cette réforme ne devait pas être mise en place au 1er janvier 2019, ça serait une forme de renoncement. C'est ce que l'opposition souhaite nous faire dire. Ce ne sera pas un renoncement parce que la réforme se fera. Elle ira à son terme. Elle ira à son terme, je le souhaite au plus vite. Et si les conditions n'étaient pas réunies, elle le sera un tout petit peu plus tard. Avec le risque, aujourd'hui, il y a une image qui colle à la peau du président, c'est le président des riches, il pourrait être taxé et considéré comme étant le président du renoncement ? Non, parce que le président de la République est aujourd'hui dans son rôle. Il exige que soient apportées à sa connaissance toutes les précisions nécessaires à la mise en place d'une réforme qui sera une révolution. Il est dans son rôle, il a raison de le faire. Avec, au passage, un sondage IFOP-JDD qui révèle que 60% des Français sont favorables à la mise en place de l'impôt à la source, 66% de ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est une bonne base de départ ? Est-ce que c'est une base suffisante pour lancer une réforme de cette ampleur, 60 ou 70%? Je pense qu'une réforme de cette ampleur ne va pas se réaliser ou ne pas se réaliser sur la base d'un sondage de rentrée. Je pense que c'est une bonne base de départ et qu'aujourd'hui les Français comprennent bien l'intérêt qui est le leur de pouvoir accepter cette réforme. Mais c'est une réforme qui évidemment est compliquée et qui aura une signification. Alors, la rentrée, vous dites que c'est une réforme qui est compliquée. La rentrée semble compliquée pour Emmanuel Macron, pour la majorité, et puis pour le gouvernement, avec cet autre dossier d'actualité, c'est-à-dire les suites de la démission de Nicolas Hulot. Daniel Cohn-Bendit, qui doit rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui, affirme dans Le Parisien qu'il a, je cite, envie de soutenir Macron. Est-ce que Cohn-Bendit serait le meilleur successeur possible à Hulot? Écoutez, moi j'ai plusieurs choses à vous dire sur ce sujet. Le premier, je l'ai dit publiquement, je regrettais la démission de Nicolas Hulot qui, je crois, est une figure du combat écologique qui a beaucoup apporté et qui apportera encore beaucoup à la place qui sera désormais la sienne, parce qu'il a toujours été utile, Nicolas Hulot, et pas que quand il était aux responsabilités. Cohn-Bendit. Son remplacement, ensuite, moi je fais toute confiance au président de la République et au Premier ministre pour trouver la bonne composition de l'équipe, parce qu'en réalité, et je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas à moi de décider qui sera le remplaçant de Nicolas Hulot, c'est au président de la République sur proposition du Premier ministre. J'entends parler de Daniel Cohn-Bendit. Écoutez, moi, Daniel Cohn-Bendit, je pense que c'est une personnalité majeure, c'est une figure de la vie politique. Il incarne le combat progressiste, il incarne le combat écologique, solidaire aussi. Il a un profil qui évidemment est intéressant. Et voilà, notamment parce qu'il est avec nous depuis le début. Il est un soutien d'Emmanuel Macron. Et puis, c'est aussi un homme qui est caractérisé par les propositions audacieuses qu'il fait. Il a notamment émis récemment la proposition de créer une agence européenne des réfugiés qui viendrait... Donc là, on sort du domaine environnemental. Voilà, mais c'est une proposition d'un Européen convaincu sur une problématique contemporaine majeure que celle de l'accueil des réfugiés. C'est une proposition que je soutiens particulièrement et Daniel Cohn-Bendit doit pouvoir nous apporter, là encore, de sa créativité, de son ingéniosité. Vous souhaitez qu'il entre au gouvernement Ce que je souhaite, en tant que ministre de la Transition énergétique mardi prochain? C'est pas le sujet, parce que je vais vous dire quelque chose, Frédéric Aziza. Moi, la question du casting, en réalité, elle m'intéresse peu. Je crois qu'il faut se saisir aujourd'hui du départ de Nicolas Hulot comme une opportunité. On va parler du fond, la forme. On va parler du fond et des perspectives environnementales d'ici la fin du quinquennat. D'abord, donc Cohn-Bendit, pour vous, ce serait une bonne carte à jouer. Cohn-Bendit, comme d'autres, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas à moi de le décider et que le président de la République et le Premier ministre feront prochainement des annonces sur la composition du gouvernement. Daniel Cohn-Bendit correspond parfaitement au projet qui est le nôtre. Il est progressiste, européen
écologique. Il porte des propositions audacieuses, solidaires, notamment sur la question des réfugiés et des migrants. Et c'est quelqu'un qui doit pouvoir apporter, évidemment, au collectif. On parle aussi, éventuellement, de Ségolène Royal ou Pascal Canfin. Vous en pensez quoi ? Mais là encore, j'ai pas de commentaire à faire sur la composition ou sur le casting. Alors, avec dans ce contexte difficile pour Emmanuel Macron, et donc on va parler ensuite du fond, ce commentaire de François Hollande sur la démission de Nicolas Hulot, je cite l'ancien président, il l'a pensé, qu'il n'avait pas les moyens de poursuivre son action et de contrecarrer l'influence de lobbies, notamment dans le domaine qui est les siens, il a eu raison. Alors que pensez-vous de la contribution quasi quotidienne de l'ancien président au débat politique à travers, surtout, des pics contre son successeur Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il faut sortir de la logique des petites phrases. J'ai beaucoup de respect pour François Hollande et je pense que son action est souvent regardée d'un œil un peu trop méfiant. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'il se pose dans une situation de posture politique, ce que je regrette. Il est devenu un commentateur de la vie politique et ses prédécesseurs, je crois, ne l'avaient jamais vraiment fait. Il souhaite réhabiliter son bilan, c'est compréhensible. D'ailleurs, au passage, son bilan, vous le trouvez largement positif ou pas ? Je vais vous répondre. Je vous dis juste qu'il souhaite réhabiliter son bilan, et ce qui est compréhensible parce qu'il y a apparemment peu de gens et peu d'acteurs politiques qui sont partants pour le faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il aura besoin d'un certain nombre de conférences pour pouvoir y parvenir. Aujourd'hui, il déplore aussi, mais l'accumulation de réformes, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est sûr que c'est une critique qu'on ne va pas pouvoir lui adresser. Mais concrètement... Et il dit aussi qu'il faut avoir des idées par rapport à Emmanuel Macron. Concrètement, pas simplement être dans la gestion ou l'accumulation de réformes soi-disant indispensables, ajoutant il faut également se prémunir contre le narcissisme, une terrible maladie. Emmanuel Macron serait-il narcissique ? Mais je ne vais pas faire des commentaires sur les commentaires. Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. L'ancien président de la République souhaite être dans une posture de commentaire. Je préfère lorsqu'il prend des positions sur le fond, parce que les anciens présidents de la République, quels qu'ils soient, ont toujours beaucoup à apporter en termes d'expérience et de vision. Alors le fond, justement, on va en venir à l'après-Hulot. Sur le fond. Donc il y a la forme, qui va le remplacer, on le saura d'ici mardi, et le fond. Car Nicolas Hulot a fait un bilan terrible de ce qui a été fait, ou plutôt pas fait, depuis 16 mois en matière environnementale. Comment démontrer, d'ici à 2022, d'ici à la fin du quinquennat, et d'ailleurs démontrer tout de suite, puisqu'il faut qu'il y ait un choc peut-être environnemental tout de suite, donc démontrer que l'écologie est compatible avec le macronisme, notamment. On va prendre ce point précis en ce qui concerne le nucléaire. Alors déjà, si Nicolas Hulot part, c'est parce qu'il voulait que ça aille plus vite, il voulait que ça aille plus loin et que cette exigence-là n'est pas forcément compatible avec la temporalité politique, ce qu'on peut regretter. Vous avez raison de parler de fond, parce qu'au fond, au-delà de la question du casting, moi je crois qu'il faut se saisir de l'occasion de sa sortie pour pouvoir réaffirmer notre ambition écologique. Que voulons-nous faire ? Comment voulons-nous le faire et dans quel calendrier ? C'est ça l'essentiel. Il faut réaffirmer le leadership de la France en la matière. Vous savez, le leadership de la France, il existe depuis un moment. Il y avait Jacques Chirac en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est resté lettre morte. Alors c'est tout à fait inexact ce que vous dites. Alors, ça fait en effet 2002. Il est peut-être temps, en effet, qu'on regarde la maison, qu'on regarde l'incendie et qu'on se mette à l'éteindre. Je vais rappeler une chose pour nos auditeurs, c'est que vous avez été conseiller de Jacques Chirac à l'Élysée. Tout à fait. Le discours de Chirac en 2002, ça a une conséquence, c'est la charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution. Vous avez ensuite Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est le Grenelle de l'environnement. Vous avez François Hollande, la COP21, l'accord de Paris. Vous avez Emmanuel Macron avec le Make Our Planet Great Again. Aujourd'hui, les présidents de la République, depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, ont pris le sujet comme étant un sujet important et sur lequel la France doit affirmer son leadership. Avec au centre des préoccupations, le nucléaire. À chaque fois, je le rappelle quand même, Nicolas Hulot était auprès d'eux. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que l'écologie, c'est évidemment au cœur de notre projet et on doit le réaffirmer. L'urgence climatique, vous savez, ce n'est plus qu'une formule, ce ne sont pas des menaces ou des hypothèses, c'est une réalité qui est déjà perceptible et on l'a vu cet été, très concrètement. Les incendies en Californie, les inondations en Inde et au Mexique, la canicule en France, les canicules meurtrières dans le sud de l'Europe, la fonte des glaces au pôle. Le Monde lance cette semaine, je crois, un reportage sur les 7 territoires qui ont été souillés par l'activité humaine et sur lesquels vivent encore des hommes, des femmes et des enfants au péril de leur santé. Il y a une tragédie climatique, ce n'est plus une question d'avenir, c'est une question d'actualité et de décision à prendre maintenant. Alors, étant donné ces enjeux, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas imaginer que notre détermination à agir soit altérée. Et je vous le dis aujourd'hui, rien n'entamera la détermination du président de la République, rien n'entamera
la détermination de la majorité à agir pour l'enjeu écologique. C'est une responsabilité collective, celle des pouvoirs publics. C'est aussi une responsabilité des entreprises qui doivent se montrer responsables. Et c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. Chacun. Parce que concrètement, vous vous souvenez de la phrase de Jean-Yann, tout le monde veut sauver la planète, mais il n'y a personne pour descendre la poubelle. Concrètement, on en est encore là, malheureusement. Qu'est-ce qu'on est capable, chacun, de modifier dans son comportement pour pouvoir agir pour la planète? Je crois qu'il va falloir qu'on puisse concrètement faire une priorité avec des points très, très, très simples et très concrets. C'est évidemment le fait de tendre vers une économie bas carbone, c'est le fait de réduire des émissions de gaz polluants, c'est le fait de pouvoir mettre fin aux addictions, aux produits phytosanitaires qui mettent en péril notre environnement et notre santé. Et puis il y a des grands principes qui sont acquis par les pouvoirs publics. Le principe de non-régression, par exemple, je fais juste un petit développement sur le principe de non-régression qui a été introduit dans le Code de l'environnement en 2016. Vous savez, c'est ce principe qui interdit aux acteurs publics de revenir en arrière sur la question environnementale. En matière environnementale, nous ne pouvons proposer que du mieux-disant. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a la France, l'Europe, il y a aussi les États-Unis, la Chine et l'Inde, pour ne parler que évidemment essentiel, parce que le principe de non-régression, ça nous permet justement de ne jamais céder à la tentation du retard ou à la tentation du retour en arrière. On l'a vu hier avec cette journée qui marquait l'interdiction des néonicotinoïdes en France. C'est une grande avancée. Je salue le travail de Barbara Pompili qu'elle avait mené à l'époque. Bien, depuis, il y a eu des tentations pour avoir des dérogations, pour revenir en arrière. Le principe de non-régression, c'est justement de ne pas pouvoir revenir en arrière. Je crois que c'est très important, avec une feuille de route du gouvernement qui doit être rappelée, la programmation pluriannuelle de l'énergie, les contrats de transition énergétique, les annonces en octobre sur la qualité de l'air. C'est aussi la deuxième phase des assises de l'eau. Beaucoup de chantiers à aborder, mais notre détermination est sans faille. Autre chantier du gouvernement qui sera, en tout cas au grand complet mardi, c'est de savoir ce que va faire le président, ce que vont faire le président et le Premier ministre par rapport à l'architecture de ce gouvernement. Est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron de ne remplacer que Nicolas Hulot ou de profiter de ce remaniement pour remplacer d'autres ministres qui seraient dans la tourmente, comme la ministre de la Culture, Françoise Nyssen? Non, moi je n'ai aucun conseil à donner au président de la République. Et je vous l'ai dit, je fais confiance au président et au Premier ministre pour trouver la meilleure architecture. Au passage, la menace de démission de Stéphane Bern de sa mission sur le patrimoine a provoqué ce coup de gueule de Françoise Nyssen qui a fait valoir, je la cite, qu'il n'est pas là en tant que faire-valoir, mais en tant que passionné ambassadeur connaisseur, ajoutant que la préservation du patrimoine est une priorité politique du président de la République. Qui a raison? Est-ce que c'est Françoise Nyssen ou est-ce que c'est Stéphane Bern? Moi, je n'ai pas attribué ici les bons ou les mauvais points. Stéphane Bern, on lui a confié une mission. Si on lui a confié une mission, c'est qu'elle doit être utile. Aujourd'hui, il tire une sonnette d'alarme, je l'entends. J'ai entendu aussi Jacques Mézard qui a essayé de le rassurer. Il y a certainement une incompréhension entre les acteurs. Ce qui est sûr, c'est que la valorisation et la restauration du patrimoine, c'est évidemment une mission essentielle, notamment pour nos territoires. Et il faudra à un moment donné qu'on ait des actes politiques positifs sur ce sujet. Dans ce contexte, on a parlé des petites phrases du président. Elle tombe bien, la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les Gaulois réfractaires au changement? Moi, je pense qu'il n'y a pas matière à polémique sur cette phrase. Il faut la remettre dans ce contexte. Il était en déplacement au Danemark, qui est un pays qui a su mener des réformes courageuses. Il a comparé deux pays, deux histoires, deux cultures bien différentes. Il a expliqué d'ailleurs que c'était un trait d'humour. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de matière à polémique là-dessus, mais sur le fond, qui peut nier quand même aujourd'hui, en France, que notre pays n'a pas su se transformer à la hauteur des enjeux. On a posé des rustines pendant des années sur des problématiques graves, celle du chômage de masse notamment. Voilà, aujourd'hui, nous devons mener ces chantiers de transformation. Et en 2017, les Français ont fait ce choix. On fait le choix de l'audace, du sursaut. On sera jugé sur nos résultats. Mais parfois, les réformes, elles inquiètent. Parfois, les réformes, elles suscitent des inquiétudes, des incompréhensions, parfois même de la colère. On doit aussi l'entendre, mais n'en faisons pas un événement politique. Comme le projet de budget 2019, est-ce que vous comprenez les inquiétudes des retraités? Est-ce que le débat parlementaire, puisque vous êtes député vice-président de l'Assemblée, doit permettre de corriger un certain nombre d'orientations du budget 2019, comme la réduction à 0,3% de l'augmentation des pensions, notamment des retraités, alors que l'inflation est annoncée à 1,7 voire 2%. Écoutez, d'abord sur le budget, j'ai lu attentivement l'interview du Premier ministre la semaine dernière, on est dans l'application de notre programme et d'une feuille de route très claire.
qui a un credo, un mantra, le fait que les gens doivent retrouver du travail et que pour ceux qui travaillent, le travail doit mieux payer. Les 0,3%. Les 0,3%. De son travail. Ouais. J'entends aujourd'hui sur ce qui est une revalorisation quand même des retraites. Alors, il n'y a ni gel inférieur ni baisse à l'inflation. Une revalorisation, j'entends les inquiétudes, voire les récriminations des retraités. Et parfois même, je les comprends. Il faut rappeler aussi aux retraités que les retraites d'aujourd'hui, elles sont payées par les actifs. Et donc, que notre objectif, qui est de redonner du travail aux Français, c'est précisément d'avoir plus d'actifs pour pouvoir financer leur retraités. Maintenant, voilà, il y a une réalité aussi en France, et c'est particulièrement le cas à Paris, parce que je vois sur le terrain des retraités qui m'interpellent. Les petites retraites en France ne permettent pas de sortir des difficultés auxquelles les personnes sont confrontées, évidemment. Il faut entendre ces difficultés, ces inquiétudes, conditions de vie de ces donc personnes. Donc le débat parlementaire va et moi, je vous le dis ce matin, je soutiens pleinement Richard Ferrand, qui a, la semaine dernière, fait la proposition de pouvoir moduler la revalorisation des retraites selon les niveaux de revenus. On aura cette discussion au Parlement, bien sûr, mais l'objectif et la cible de 0,3 qui est fixée par le gouvernement, nous le tiendrons évidemment, mais on doit pouvoir discuter justement des efforts ou des modulations à trouver pour venir en aide aux plus petites retraites dans ce pays. C'est la modulation entre quel taux et quel taux ? La cible et l'objectif, c'est 0,3. Ensuite, on doit pouvoir faire un peu plus. C'est-à-dire un peu plus, aller jusqu'à quel niveau ? Et un peu moins pour les. Mais ce sera la discussion. Je ne vais pas vous avancer des chiffres. La discussion parlementaire. Conséquent. Ouais. On aura une discussion parlementaire. On aura une étude d'impact sur ce que représenterait telle ou telle justement évolution. Concrètement, je crois qu'il faut pouvoir donner ce signe aujourd'hui, et je soutiens pleinement Richard Ferrand dans sa proposition. Je suppose que vous avez connu Jean Pisani-Ferry pendant la campagne. Je l'ai connu, et c'est une personnalité que j'estime. Présidentielle d'Emmanuel Macron, puisque c'était l'architecte de son programme. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui dans le JDD ? La méthode Macron doit changer. Alors, est-ce qu'il a raison ? Et de quelle manière cette méthode Macron doit-elle changer ? Il faut toujours lire et écouter Jean Pisani-Ferry avec beaucoup d'attention. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le commentaire, je n'ai certainement pas jugé l'action du président de la République. Je sais que le président de la République, il est déterminé. Il attend de nous de l'action, une mobilisation pleine et entière sur les problèmes des Français. Aujourd'hui, on dit que la rentrée est difficile. On ne va pas se mentir. La rentrée, elle est agitée, évidemment. On est parti l'année dernière sur ce bateau, qui était la transformation du pays. Là, il est en train de couler, le bateau ? La mer était calme. On est aujourd'hui dans un gros temps. Mais il faut que les Français ils comprennent que dans le gros temps, il y a un capitaine, il y a un équipage qui sont déterminés à maintenir le cap. Nous maintenons le cap, nous avançons, nous travaillons, et nous serons jugés à la fin de ce mandat sur des résultats. Petite phrase incomprise qui ont fait polémique. Ce sparadrap du président des riches qui colle à la peau du président. Affaire Benalla, Nissen, colère, démission de Nicolas Hulot, mauvais indicateurs économiques. Pourquoi rien ne va plus en Macronie et pourquoi rien ne va plus pour Emmanuel Macron ? Je crois que j'ai lu une du JDD ce matin, je trouve ça peut-être un peu excessif. Rien ne va plus en Macronie. Tous ces dossiers dont vous parlez, en réalité, sont des dossiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Oui, mais qui se juxtaposent. Qui s'additionnent. Mais au fond, je crois, vous savez, qu'ils intéressent peu les Français. Ce qui compte pour les Français, c'est que nous puissions travailler et que nous leur apportions des résultats concrets dans leur vie, par rapport à des difficultés quotidiennes, par rapport à des niveaux de pouvoir d'achat, de sécurité, d'avenir de la planète, voilà, d'éducation des enfants, d'émancipation. Ce sont ça les enjeux du quotidien des Français, et c'est là-dessus que nous sommes mobilisés pour apporter des réponses. Comment Emmanuel Macron doit faire pour retrouver la martingale qu'il avait eu il y a 16 mois pour, on va dire, reprendre la main. Mais la main, elle ne sera reprise que parce qu'on apporte des résultats concrets. Donc elle est perdue, la main. Hein, non, mais c'est vous qui le dites. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'on sortira de cette rentrée agitée par la preuve que dans le quotidien des Français, ils constatent qu'il y a des évolutions. Ouais. Mais les réformes, elles prennent du temps. Nous les avons. Vous savez, on a beaucoup fait en un an. On a beaucoup fait dans le domaine de la lutte contre le chômage, avec les ordonnances sur le Code du travail, avec la loi sur l'avenir professionnel concernant la formation et l'apprentissage. On a beaucoup fait dans le domaine de la sécurité, avec la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. On a voté des dispositifs budgétaires. La loi, on a essayé de restaurer la confiance, simplifier. Voilà. Je crois même ceux qui contestent un certain nombre de nos réformes reconnaîtront quand même que beaucoup a été fait et que le travail et la quantité de travail et l'intensité du travail depuis l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas d'égal. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre ce rythme et c'est là-dessus que nous serons jugés. Et si nous n'avons pas, à la fin du mandat,
les résultats escomptés, n'ayez aucune crainte, les Français ne nous accorderont plus leur confiance. Quand vous parlez de résultats escomptés, c'est notamment et surtout en ce qui concerne le chômage. Oui, bien sûr, mais c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Mais vous savez, les problématiques sont complexes, les problématiques sont nombreuses, mais les résultats, c'est aussi dans le domaine environnemental et écologique, c'est aussi dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est aussi dans le domaine de la situation des territoires, des quartiers en difficulté. Vous savez, il y a beaucoup d'espoir né à l'issue de l'élection présidentielle de 2017 et des élections législatives. Nous ne trahirons pas ces espoirs, mais il faut nous laisser le temps de travailler. Et il y a aussi l'Europe. Parmi les préoccupations du président et des Français, affaibli sur la scène politique nationale, Emmanuel Macron apparaît quelque peu isolé en Europe, notamment pris par des polémiques continues à travers les déclarations de l'Italien Salvini et de Orban. Comment donner envie d'Europe aux Français dans la perspective et dans ce contexte, dans la perspective des élections du mois de mai? Comment envisager ce que Emmanuel Macron appelle la bataille entre progressistes et nationalistes à l'occasion de ces élections européennes? Et puis peut-être quelle tête de liste pour En Marche? La tête de liste pour En Marche, c'est pas à moi de vous répondre. Et puis je vais d'abord vous répondre sur le contexte européen que vous évoquez, parce que précisément, je ne crois pas du tout que le président de la République soit isolé. En revanche, ce que nous pouvons tous constater, c'est qu'on a en Europe l'arrivée au pouvoir de responsables qui sont populistes, nationalistes, parfois même xénophobes, et leur rêve, c'est de déconstruire l'idéal européen. Et je ne vous cache pas, moi, ce matin, une forme de préoccupation par rapport à la diffusion de ce message que je trouve particulièrement inquiétant. Et la rencontre Salvini-Orban de la semaine dernière à Milan, c'est une rencontre inquiétante. On assume, et le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit. Une rencontre anti-Macron. Une rencontre anti-Macron, et Emmanuel Macron l'a rappelé. Il assume de ne pas porter le même projet européen. Il assume de pouvoir justement construire une Europe unie, ambitieuse, solidaire, accueillante. Et le projet progressiste qui est le nôtre va évidemment à l'encontre de ces poussées xénophobes ou nationalistes. Alors, l'élection européenne, elle sera évidemment décisive dans ce contexte. Nous porterons un projet. Vous me demandez quelle sera la tête de liste, je l'ignore. Ce que je sais, en revanche, c'est ce que sera notre projet européen. Et l'élection européenne, en tout cas pour la France, ce sera aussi un moment de vérité par rapport au sujet européen et par rapport à toutes ces problématiques. Et moi, je demande aujourd'hui aux Républicains, par exemple, une clarification. Qu'est-ce que va nous dire Laurent Wauquiez sur son projet européen ? Et concrètement, vous savez que Viktor Orban siège au PPE, au Parlement européen, siège sur les mêmes bancs que les Républicains. Donc, quelle va être la position des Républicains par rapport à la position de Viktor Orban exprimée cette semaine à Milan? Voilà, je vous pose la question, précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous demandez à Laurent Wauquiez et au Parti des Républicains de ne pas siéger à l'intérieur de ce groupe si Viktor Orban y siège? Je leur demande une clarification. Aujourd'hui, on connaît les positions de Viktor Orban. On a assisté à la rencontre qu'il a eue avec Matteo Salvini, qui est un ministre de l'Intérieur d'extrême droite. Quelle est la position de Laurent Wauquiez par rapport à ces personnalités-là qui siègent sur les mêmes bancs au Parlement européen? Notre projet, nous, je ne sais pas qui le portera, mais il sera clair, il sera ambitieux, sans aucune ambiguïté. Il faut que lui puisse lever les doutes, les suspicions, et tout ce qui peut peser aujourd'hui sur ses intentions. Est-ce qu'il est plus proche de Jacques Barrot ou de Viktor Orban? Votre réponse, c'est quoi? Je crains qu'il se soit un peu trop éloigné de l'idéal européen de Jacques Barrot. Donc vous publiez ce dimanche une tribune dans le Parisien sur Paris, dans la perspective des élections municipales de 2020, et vous écrivez: l'enjeu ce n'est pas nous, l'enjeu c'est Paris, et on comprend que vous avez l'ambition d'être candidat à la mairie de Paris. Pourquoi vous et pourquoi pas Benjamin Griveaux? Non, je vous remercie de me faire l'amabilité d'avoir lu la tribune, mais si je publie un texte ce matin, c'est précisément pour qu'on sorte de cette course de petits chevaux de candidats qui, au fond, n'intéressent personne. Moi, je ne réponds pas à la question sur ma candidature. Si c'était oui, ce serait prématuré. Si c'était non, ce serait une résignation. Et je ne suis pas un homme résigné. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le moment. Il y a à l'évidence les conditions d'un feuilleton qui sont mises en place. Et quand on parle d'un feuilleton, je pense qu'il est plus important de s'intéresser au scénario, au fond, qu'au casting. Moi, je prendrai une part. Je suis résolument parisien. C'est ma ville. J'ai toujours vécu. Vous prendrez une part, ça veut dire que vous avez envie d'être candidat? Non, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est la vision et c'est le projet. Il n'y a pas à ce jour de candidat déclaré, et ce qui compte, c'est de travailler. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent d'Anne Hidalgo, de mieux
et de plus? Comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de porter devant les Parisiens des propositions nouvelles pour changer leur quotidien? C'est ça qui m'intéresse. Le quotidien des Parisiens, c'est le mien. Et évidemment, je prendrai une part active à l'élaboration de ce projet. Quand on aura cette vision et ce projet, se posera la question de l'incarnation. Se posera la question des personnes pour incarner au mieux ce combat. Mais ce qui compte à ce moment-là, ce sera de réfléchir à la capacité à rassembler. Ce sera aussi la question de l'ancrage local et de l'enracinement. Et ce sera aussi la personnalité qui aura le plus de force pour porter un projet fédérateur, humaniste, écologique et solidaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'intéresse au fond, c'est qu'on puisse débattre, parce que ce que je dis dans ce papier, c'est que le casting n'intéresse pas grand monde, et qu'au fond, l'enjeu, ce n'est pas nous, l'enjeu, c'est Paris, et c'est le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Est-ce que la désignation du candidat, en tout cas du tête de liste En Marche, aux élections municipales à Paris, doit passer par une primaire? Moi, je n'ai jamais été vraiment favorable au principe des primaires. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas parler des structures partisanes. En 2017, on a porté un projet qui, justement, nous permettait de nous adresser directement aux citoyens. Je crois qu'il faut retrouver la base de ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir compter sur l'engagement des Parisiens. Ça veut dire aussi dépasser les seules logiques partisanes. Parce qu'il va falloir concrètement pouvoir dire, je vous l'ai dit, quelles sont les préoccupations des Parisiens que nous pouvons corriger. Les tendances actuelles de la ville, vous savez, elles sont inquiétantes. C'est la cherté de la vie, c'est la flambée de l'immobilier, c'est aussi l'insuffisance d'un certain nombre d'équipements sociaux. Et moi, je ne me résigne pas, je vous ai dit à l'instant que je n'étais pas un résigné, je ne me résigne pas à ce mouvement qui va vider Paris, à l'évidence, vider Paris de sa richesse, vider Paris de sa diversité. On doit pouvoir apporter des réponses concrètes en matière de logement, de garde d'enfants, en matière de mobilité, de transport, de transition écologique, en matière de ville accueillante, de culture aussi. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et le temps n'est pas à la campagne municipale. L'heure du bilan d'Anne Hidalgo, d'ailleurs, n'a pas encore sonné. Il lui reste 1 an et demi de travail. Je souhaite bien, moi, en tant que Parisien, que cette année et demie de mandat soit utile pour les Parisiens, qu'elle apporte des réponses et que sa majorité apporte des réponses aux difficultés quotidiennes qui sont les nôtres aujourd'hui, mais l'heure n'est pas à la campagne municipale. On vient à l'instant parler des européennes. Les européennes, il va falloir, c'est la prochaine haie qui se présente à nous, qu'elle mobilise toutes nos énergies. Benjamin Griveaux a annoncé ce matin qu'il annoncera s'il est candidat ou pas à la mairie de Paris en mars prochain. Et vous ? Mais moi, je vous l'ai dit, je ne me positionnerai pas sur la question du calendrier ou des candidatures. Je pense que ce qui compte, avant de savoir si nous devons candidater, c'est de savoir ce que nous pouvons proposer concrètement aux Parisiens. Benjamin Griveaux aussi a annoncé qu'il allait venir chez vous dans le 15e arrondissement pour, en gros, mener campagne auprès des Parisiens. C'est pour quand Pas mener campagne, mais Benjamin, comme beaucoup de parlementaires, comme beaucoup de ministres, font des tours de circonscription. Il est prévu qu'on fasse une visite de terrain dans les prochaines semaines, à la fin du mois de septembre, très dans le 15e ? Dans le 15e, bien sûr. Et dans les autres arrondissements, par exemple, Benjamin Griveaux est élu du centre de Paris, 10e. S'il m'invite dans le 10e arrondissement, vous voulez dire, j'irai avec grand plaisir. Et vous souhaitez qu'il vous invite ? Écoutez, il m'adressera lui-même son invitation, c'est pas par voie de presse. Dernière question de l'émission sur Paris. Est-ce qu'une alliance entre En Marche et Anne Hidalgo est possible, est envisageable ? Écoutez, moi ce que je veux dire, c'est que la question de l'alternance en tant que telle, ça ne veut rien dire. Je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui une municipalité en place qui doit travailler et qui doit utiliser ce temps qui lui reste. C'est 1/3 de son mandat qui lui reste quand même. Donc c'est un temps qui doit être utile. Bilan positif ou négatif ? Croyez-moi, en 1 an et demi. Mais je vous l'ai dit, l'heure n'est pas encore au bilan d'Anne Hidalgo. Ensuite, la question de l'alternance, c'est pourquoi faire ? Battre Anne Hidalgo en soi, ce n'est pas un projet politique. Ce n'est pas un projet politique suffisant pour pouvoir aller à la rencontre des Parisiens. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux Parisiens ? En quoi pouvons-nous leur proposer des choses différentes ? Travaillons à notre projet et ensuite nous verrons qui peut le porter et dans quelles conditions, mais une haie après l'autre. Merci en tout cas Hugues Granson d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J en compagnie de Guy Rosanovic et à dimanche prochain. Merci à vous. Merci.